Le 24 novembre 2022, j'ai effectué ce discours devant la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'Ordre des médecins à Paris. Monsieur le Président, chères consoeurs, chers confrères, j'exerce la pédopsychiatrie depuis 32 ans et j'ai, durant ma carrière, fréquemment suivi des enfants maltraités. Je peux vous assurer que ces suivis sont extrêmement difficiles et douloureux pour le médecin qui accompagne de telles souffrances d'enfants. Et lorsque, comme dans 80% des cas, les violences sont le fait d'un ou des deux parents, l'horreur est à son comble. Dans le cas présent, les choses ont commencé, comme souvent, par des violences conjugales. Lorsque, début 2016, j'ai rencontré pour la première fois le fils aîné de cette famille, les 3 enfants étaient sans cesse témoins des violences de leur père sur leur mère. Et le père n'avait même pas hésité à s'ouvrir le ventre avec un couteau devant ses 3 enfants qui étaient âgés alors de 3 ans, 5 ans et 6 ans. Ce sont des faits du dossier. J'attire votre attention sur la pièce 26 du dossier de première instance qui comporte des éléments médicaux qui précisent cette situation. Parce que, oui, monsieur, ici présent, est un homme violent. Ce fait de violence est démontré par la justice. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il a été condamné en première instance et en appel pour cela. Je vous renvoie aux pièces 9 et 11 du dossier de première instance. Par suite, les enfants ont été l'objet de nombreuses mesures de protection de la part de plusieurs juges des enfants, après des enquêtes sociales répétées et poussées. Ce sont aussi des faits qui ont été documentés dans le dossier qui vous est soumis. De plus, le divorce a été prononcé au tort exclusif du père en 2019 et celui-ci n'exerce plus l'autorité parentale par décision d'un premier juge aux affaires familiales en 2019, confirmé par un second juge aux affaires familiales en 2020. Ce sont encore des faits du dossier et des décisions de justice suffisamment rares en France pour être remarquées. Malheureusement, bien que sévères à l'égard de monsieur, les mesures judiciaires de protection des enfants n'ont pas été suffisantes puisque le second fils de monsieur s'est donné la mort par pendaison à l'âge de 10 ans, au retour de chez son père en 2021. Je précise que ce second enfant n'était pas mon patient. Juste après le décès, de nouvelles maltraitances sur les enfants ont été à ce moment-là révélées. Monsieur a choisi de les dénier. Soit, respectons la présomption d'innocence. Il n'en demeure pas moins qu'un enfant de 10 ans souffrait tellement qu'il a souhaité se pendre en mars 2021 et qu'il en est mort. C'est un fait dramatique et terrifiant quand on sait que le principal facteur de risque des suicides avant l'âge de 12 ans est la maltraitance. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce qui s'est passé dans cette famille est gravissime. Depuis les violences conjugales jusqu'aux violences sur les enfants et le décès d'un enfant de 10 ans par suicide. Voici donc quel a été le contexte de mon intervention médicale auprès de ces enfants pendant plus de 6 ans. Et dans cette affaire, au lieu de s'amender et de prendre enfin soin de ses enfants, monsieur a choisi depuis plus de 4 ans de s'acharner contre moi, médecin de son fils aîné, en essayant de me rendre responsable de tous ces déboires en justice pénale et civile. Outre la présente procédure, pour votre parfaite information, je vous explique qu'il en a initié une nouvelle devant la chambre disciplinaire de première instance de Lyon et sur la base de l'avertissement objet du litige présent, il réclame au tribunal judiciaire 12 000 euros, oui, vous avez bien entendu, 12 000 euros de dommages et intérêts à mon encontre.
Selon la vision complotiste de monsieur, j'aurais manipulé les magistrats. J'aurais manipulé le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Savoie. Ce faisant, monsieur m'accorde véritablement un pouvoir que je n'ai pas. Les nombreux magistrats auxquels il a eu affaire, de par ses actes répréhensibles, sont indépendants et ils ont pris leurs décisions éclairées par des services sociaux successifs et fort nombreux, je dois le dire, ainsi que par des experts médecins et psychologues autres que moi. Quant à prétendre que le docteur Labarrière, président respecté depuis plus de 20 ans du Conseil départemental de l'Ordre des médecins 74 et également membre du Conseil national de l'Ordre des médecins, ne serait pas indépendant et que je l'aurais manipulé, tout cela est franchement ridicule et déplacé vis-à-vis de mon confrère. Cette procédure est aussi particulièrement éprouvante en raison des abondantes écritures de monsieur, où il multiplie les reproches ad hominem. Pas moins de 4 mémoires de plusieurs dizaines de pages en première instance, plus 2 mémoires dans la présente instance, et encore un supplémentaire, arrivé sans respect de la date de clôture d'instruction. C'est un fait du dossier. Il est démontré dans les écritures plus qu'abondantes du plaignant, qui excelle, il faut le dire, à se faire passer pour une victime. Les écrits incessants de monsieur cherchent avant tout à produire un écran de fumée autour de lui et de ses agissements réels, à faire oublier le contexte de violence intrafamiliale dont il est de fait responsable. Et son dernier reproche à mon encontre est maintenant celui de parler aux médias en prétendant que je parle de lui. Au moins, je sais qui est mon principal lecteur, car monsieur prend soin de me pister dans tous les médias et sur les réseaux et de faire tout retranscrire par huissier. Mais à aucun moment, son nom ni celui de ses enfants n'a été prononcé. En plus de 30 ans de pratique, j'ai toujours été très attentive à ne jamais révéler l'identité de mes patients lors de mes présentations professionnelles, dans les articles spécialisés dont je suis auteur ou co-auteur, ou pendant des interviews accordées aux médias professionnels ou généralistes. Monsieur ne peut tout de même pas me reprocher de participer à un débat national actuel sur la lutte contre les maltraitances faites aux enfants, alors même que je me préoccupe de ces questions depuis des années, que je suis expert honoraire en pédopsychiatrie auprès des tribunaux, que je suis moi-même enseignante dans ce domaine auprès des jeunes médecins et psychologues amenés à devoir repérer des enfants maltraités. Et monsieur, en tout état de cause, ne peut pas non plus prétendre porter atteinte à ma liberté d'expression dans un domaine professionnel qui est le mien et une compétence spécifique à laquelle je me suis formée et ai formé des collègues depuis des années. Mais le plus important, et c'est quelque chose que je voudrais affirmer très clairement et en toute transparence devant vous, c'est que tout ce que j'ai fait dans cette situation pendant des années, je l'ai fait guider exclusivement par l'intérêt supérieur de l'enfant, le petit garçon qui était mon patient. Je n'ai jamais pris le parti de la mère dans un divorce conflictuel comme cela m'a été reproché. Le seul parti que j'ai jamais pris est celui de mon petit patient, un enfant en grande souffrance, témoin et victime de violences intrafamiliales pendant des années. Ce monsieur ici présent me reproche de m'être immiscée dans ses affaires. Mais tout ce que j'ai fait a été fait pour des raisons professionnelles, médicales, et pour protéger mon patient, particulièrement vulnérable de par son âge et ses troubles psychiques. Je rappelle que ce petit patient avait 6 ans la première fois où je l'ai rencontré et qu'il bénéficie d'une reconnaissance de handicap entre 50 et 80% par la MDPH. De plus, toutes les études actuelles démontrent que les maltraitances subies dans l'enfance sont source de troubles psychiatriques et de maladies somatiques chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte qu'il deviendra. Donc je n'aurais pas eu de raison professionnelle, médicale,
dans les actes que j'ai effectués? L'appréciation de la chambre disciplinaire de première instance de la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon laquelle je me serais immiscée dans les affaires de famille de monsieur sans raison médicale professionnelle, est donc pour moi totalement incompréhensible. J'avais justement bien des raisons médicales, dans la mesure où j'étais le médecin pédopsychiatre de l'enfant et que sa santé physique et psychique était de fait gravement compromise. Et l'autre grief retenu contre moi en première instance, que je ne peux absolument pas comprendre, eh bien c'est la lettre de 2018 au juge des enfants, alors que se posait la grave question de la continuité des soins de l'enfant. En effet, le père avait sollicité brutalement l'arrêt du suivi médical, et ceci sans accomplir aucune démarche pour une prise en charge auprès d'un autre médecin, 2 ans et demi après le début des soins, pour lequel, je rappelle, il avait donné son accord, c'est une pièce du dossier. La situation de pénurie médicale en pédopsychiatrie est intense, comme chacun le sait, et comme je l'ai prouvé à maintes reprises dans mon dossier. Que penser dans ce contexte de la compréhension par le père de l'intérêt de la santé de son fils? Peut-on considérer qu'elle était bien comprise par cet homme, au sens de l'article 43 de notre code de déontologie? Donc j'ai écrit en 2018 au juge des enfants, dans ce contexte, pour lui faire part du refus de la poursuite des soins par le père. Et je rappelle que cette lettre, je l'ai écrite sur la recommandation expresse du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Savoie, auprès duquel j'avais demandé conseil. Je me suis avant tout et encore une fois essentiellement souciée de la continuité des soins pour mon jeune patient et de son intérêt supérieur, pas de mon intérêt propre, pas de l'intérêt de la mère. M'est également totalement incompréhensible dans ce contexte de violence la notion de rapport de complaisance qui m'a été reprochée par les juges de première instance. Dans tous mes écrits, quels qu'ils soient, je n'ai rapporté que ce que j'avais moi-même constaté, des décisions de justice antérieures et des faits de contexte qui étaient avérés et utiles à la compréhension de la situation par les autorités judiciaires. J'ai également mentionné l'état des connaissances dans ma spécialité, notamment la contre-indication de la garde alternée pour les enfants dans des situations de violence conjugale, préconisation d'ailleurs reprise depuis par le Conseil de l'Europe lui-même. Vous l'aurez compris, tout dans ce dossier parle de violence intrafamiliale. Et justement, l'Ordre des médecins, par l'intermédiaire de sa vice-présidente, le docteur Glaviano Secaldi, s'est emparé de ces questions de violence intrafamiliale il y a plusieurs années déjà, suite au Grenelle sur les violences conjugales. Dans un second temps, puisque l'on sait que les violences sur enfants s'inscrivent trop souvent dans la continuité des violences conjugales, le Conseil national de l'Ordre des médecins, en association d'ailleurs avec d'autres ordres professionnels de santé, a créé une commission spéciale dont le travail a permis la rédaction d'un guide de bonnes pratiques à destination des médecins généralistes pour le recueil de la parole des enfants en situation de danger ou risquant de l'être. Alors, vous conviendrez qu'il serait pour le moins paradoxal que le Conseil national de l'Ordre des médecins, d'un côté, s'engage contre les violences intrafamiliales, dont les violences faites aux enfants font bien entendu partie. Et je rappelle que plus de 80% des violences faites aux enfants le sont dans le cadre de la famille. Et que ce même conseil, d'un autre côté, condamne les médecins dont le seul souci a été de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant vis-à-vis de ces violences. Les actions de ce monsieur, qui est auteur de violences, les actions qu'il a engagées contre moi sont clairement des représailles. Et je demande instamment à la chambre disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins de ne pas se faire le bras armé de ces représailles. Aller dans le sens de monsieur, qui désire tant me voir condamné et se positionner en victime, irait à l'encontre de l'image
que nous souhaitons, je n'en doute pas, tous donner de la profession médicale. Une profession respectable, qui promeut l'empathie vis-à-vis de nos patients en souffrance, nos patients en souffrance, et qui protège les plus vulnérables, que sont nos enfants, et a fortiori nos enfants porteurs de handicap. Une profession qui se doit de faire passer avant toute autre considération l'intérêt supérieur des enfants, comme le recommande le Conseil de l'Europe. Ce thème était d'ailleurs bien le sens de la préconisation de M. Raphaël Chambon, rapporteur public au Conseil d'État, dans son rapport du 30 avril 2021, à l'occasion du jugement en cassation d'une autre de nos consoeurs pédopsychiatres en Bretagne, qui avait par 2 fois alerté le procureur et un juge des enfants au sujet de 2 petits patients très jeunes qu'elle suivait. Monsieur le rapporteur Chambon écrit, je cite, « Les violences faites aux mineurs, par définition dissimulées et trop souvent tues, appellent un effort de signalement accru par les professionnels de santé. Effort de signalement qu'il ne faut pas dissuader par une sévérité excessive du juge disciplinaire. » Monsieur Chambon rappelle également que, et je cite encore, le Conseil de l'Europe estime ainsi qu'un enfant ou adolescent sur 5 est victime de violences sexuelles. C'est dire si l'enjeu de la détection et du signalement de ces violences est primordial. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, je me permets de vous le confirmer. Être au quotidien en contact avec la souffrance indicible des enfants maltraités, c'est un travail intense, rude et éprouvant pour un médecin. Se retrouver soi-même accusé par un auteur de violence qui se victimise et cherche à se dédouaner de toute responsabilité dans la souffrance de ses enfants est une épreuve intense pour celle qui a reçu leur parole et qui l'a portée, en souffrant pour eux, en souffrant avec eux, en essayant de les accompagner au mieux. En tant que magistrat de la plus haute juridiction administrative, en tant que médecin, vous ne serez pas indifférent à la situation des enfants maltraités par les violences intrafamiliales. J'en suis persuadée. Et vous réformerez la décision de première instance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais maintenant rajouter la réponse à 2 questions qui m'ont été posées lors de l'audience. La première question a été posée par mon confrère, membre du jury, et qui était médecin et rapporteur du dossier devant la Chambre. Il m'a demandé comment allait mon patient. Et là, j'ai eu le plaisir de pouvoir lui dire que cet enfant porteur de handicap a 13 ans désormais et qu'il est scolarisé au collège, certes avec une aide individuelle et avec 1 an de retard, mais comme tous les autres enfants. C'était la première question. La seconde question provenait du président de la Chambre, conseiller d'État. Et il m'a demandé des précisions concernant un écrit qui était au dossier, dans lequel je notais, sans les détailler, je cite mes propos, des violences familiales extrêmes qui m'étaient rapportées et que j'avais pu en partie observer. J'ai ainsi pu expliciter que les violences sont de plusieurs natures, à savoir physiques, psychologiques et ou sexuelles. Et que les violences physiques m'avaient en effet été rapportées. Et que ce que j'avais personnellement observé dans mon bureau, c'était des violences psychologiques très graves sur la mère et sur l'enfant, et que ces violences n'étaient pas moins graves que les autres types de violences.